Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis cette semaine en compagnie de l'auteur de nombreux ouvrages, chercheur en développement personnel, professeur de psychologie et conférencier professionnel, Philippe Gabillet. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans tes bureaux à l'ESCP, de nous accorder du temps. C'est un grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et nous raconter ton parcours, comment tu es devenu celui que tu es devenu aujourd'hui ? Oh ben mon Dieu, c'est assez simple. Aujourd'hui, je suis professeur à l'ESCP, Business School, donc c'est une école de management, dans laquelle j'enseigne non pas le management, comme on pourrait croire, mais j'enseigne quand même plutôt la psychologie et la psychologie sociale, alors appliquée au monde du travail, bien évidemment. Enfin, je suis quand même un prof de psycho perdu dans le monde des écoles de commerce, et avec un grand bonheur. Et voilà, je fais ça depuis maintenant 20-25 ans, avec en parallèle une activité de conférencier qui me prend l'essentiel de mon temps. Et voilà. Et moi, je suis arrivé là, comme dans beaucoup de situations de la vie, un peu par hasard. Moi, je suis un littéraire pur et dur. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait de la psychologie sociale. Je me suis jamais du tout intéressé ni au management, ni à l'économie, ni à l'entreprise. Mais à un moment donné, dans les années 80, il fallait que je travaille. Donc, ne sachant rien faire, je suis devenu consultant. Et puis voilà, et la vie a continué comme ça. Et j'ai aussi travaillé en entreprise. J'étais quelques années à la Caisse des dépôts, à la CNP. Puis assez rapidement, j'ai repris ma liberté. J'ai vraiment développé mon activité de conférencier le mieux que je pouvais. Et puis quand l'opportunité s'est présentée de rejoindre le corps professoral d'une école connue, où en plus où je m'entendais très très bien avec les gens, enfin bon, j'ai dit allez, on va tenter le coup. Donc ça m'a poussé un peu ça m'a forcé quand même à passer mon doctorat, parce que je l'avais jamais passé. Et donc j'ai passé mon doctorat, et puis voilà, à partir de là, voilà, j'ai redémarré sur le tard d'ailleurs, parce qu'à peu près à 40 ans, j'ai redémarré une carrière en prenant la direction d'un certain nombre de programmes de l'école, en créant des cours, en m'occupant de mes étudiants, ainsi de suite. Voilà, ça s'est fait comme ça, et je suis donc moi d'origine, je suis bordelais, hein, je suis né à Bordeaux, j'y ai grandi. J'ai quitté Bordeaux en 1984 pour venir m'installer à Paris, au moment où je me mariais d'ailleurs, hein, où je suis toujours marié d'ailleurs avec la même depuis on se connaît depuis 1978, et voilà. Puis j'ai 2 grandes filles qui ont 23 et 25 ans, et tout va bien, et la vie est belle. Voilà. D'accord. Alors, tu as débuté, effectivement, tu as fait Sciences Po, tu es maintenant docteur en sciences de gestion, mais tu me disais en avant-propos que tu faisais presque 100 conférences par an, ça semble... Oui, entre 80... en fait, je suis loin d'être... très loin d'être parmi ceux qui en font le plus. Alors, comme j'ai eu quand même pas mal de responsabilités sur des programmes, il a fallu que je me calme un peu, mais je me suis toujours baladé, on va dire, petites années 70, grandes années 90, et je dis toujours 100 parce qu'il y a toutes celles que je fais gratuitement. Ça va de les handicapés, la violence faite aux femmes, etc. On a tous des causes comme ça pour lesquelles j'interviens pro bono, voilà, comme on dit. Mais voilà, en gros, ça fait à peu près 100 prestations sur scène par an ou dans des salles. Mais tu vois, j'ai pas vraiment de mérite parce que et ceux qui me connaissent depuis toujours le savent. Je n'ai dans le fond jamais su faire que ça. Moi, quand j'ai eu mon bac assez jeune. Je l'ai eu en 75. J'avais à peine 17 ans. Et la seule chose qui m'intéressait à l'époque, c'était le théâtre. C'est ce que je voulais faire. Ma mère, d'ailleurs, aurait été assez d'accord pour me suivre sur ce coup-là. Pour mon père, c'était un peu plus compliqué parce que, tu vois, moi, je suis de milieu bourgeois, protestant, bordelais. Dans les années 70, faire du théâtre, c'était un truc de gauchiste, quoi. Donc, c'était pas trop le truc. Et mon père m'avait dit, avec à la fois beaucoup d'humour, mais de fermeté quand même, m'avait dit, écoute, moi j'ai rien contre le théâtre, mais on va passer un deal, tu vas commencer par faire Sciences Po et l'ENA, et une fois que tu auras fait ça, on rediscutera du théâtre. Donc j'avais compris que c'était
je dirais, une fin polie et aimante, mais de non-recevoir. Et voilà. Mais en revanche, dès que j'ai pu, dans le cadre de ma vie professionnelle, remonter sur des scènes, c'est-à-dire vraiment faire de la conférence un métier, c'est-à-dire en gros j'étais payé pour faire des conférences par des entreprises, je dégageais un chiffre d'affaires et je me rendais compte qu'avec ma voix, je pouvais faire voilà, créer de la valeur. À partir du moment où j'ai compris ça, voilà, il n'a pas fallu me l'expliquer 2 fois. Hein, voilà, j'étais parti là-dessus parce que dans le fond je suis fait pour ça et tu vois. Là, bon, je vais sur mes 64 ans, donc j'en aurai 65 l'année prochaine. Pour des raisons réglementaires, il y a la loi, je vais prendre ma retraite de prof, bien évidemment. Mais je ne prendrai que ma retraite de prof. Je prendrai pas je dis hors de question que je prenne ma retraite de conférencier. Je vais continuer jusqu'au bout, tant que j'aurai un souffle de vie. Voilà, alors... Je vais essayer de pas faire comme Molière et de faire mourir en scène, bien qu'il soit pas mort en scène, enfin, oui, en fait. Mais, il est mort un peu après. Un peu après. Mais voilà, quoi. C'est vraiment... moi, je suis un passeur, tu vois. Je suis un passeur d'idées. J'aime pouvoir faire passer des choses à des foules, avoir des réactions des gens, débattre avec eux derrière, etc. C'est vraiment mon cœur d'activité. Et à côté de ça, j'adore être prof, tu vois. Mais en amphi, c'est pas pareil. Le métier de prof, c'est pas exactement le même. Et puis, j'ai toujours été vulgarisateur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire des recherches, tu vois, de très très haut niveau sur les sujets. C'était de passer des sujets. Voilà. Donc, j'ai fait des tas de bouquins sur des sujets divers et variés. Ben voilà, parce que ça m'intéressait de mettre ça à la portée de tout le monde. Voilà. T'as publié de nombreux ouvrages, effectivement, et tu me disais tout à l'heure, en avant-propos, que tu faisais des ouvrages qui se vendent à la gare. Oui, voilà, dans la gare, dans les aéroports, voilà, dans les FNAC, les Culturales et tout ce qu'on veut, et voilà. En ce sens où moi je ne suis pas du tout, si tu veux, un chercheur fondamental en gestion comme certains de mes collègues. Moi j'ai toujours été un vulgarisateur, et j'ai très peu publié, pour pas dire pas du tout, dans des revues dites scientifiques à comité de lecture. En fait, voilà, moi j'ai écrit des bouquins pour tout le monde et que j'essayais de vendre, voilà, le mieux possible. T'en as vendu, t'en as publié quelques-uns. Oui, la liste est longue. Ouais, tout à fait. Dont un qui vient de sortir d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Oui, qui est sorti en octobre. Ouais. Qui est Éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre. C'est ça. Ce qui, vu l'actualité que nous avons en ce moment, en ce mois de mars 2022, est un peu, voilà, il y a un alignement de planètes dont on se serait bien passé. Oui. T'as eu une collection, enfin, j'ai envie de dire, t'as eu Éloge de la chance, Éloge de l'audace. Oui, j'ai eu Éloge de l'optimisme a été en premier, Éloge de la chance a suivi. C'est vrai, j'ai oublié l'Éloge de l'optimisme. Éloge de l'audace et de la vie romanesque qui est parti en 3e. Après, j'ai arrêté les éloges pendant un bouquin qui est devenu l'art de changer de vie en 5 leçons. Et j'ai repris là, à la demande de mon éditrice, j'ai repris Éloge de l'inattendu pour le dernier, voilà. Alors, comment est-ce qu'on devient professeur en psychologie, j'ai envie de dire positive, alors qu'on était parti pour faire Sciences Po, peut-être l'ENA, mais en tous les cas Sciences Po. Qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le déclic ? Disons que la psychologie sociale, j'y suis venu très tard, moi. Au départ, je suis vraiment parti pour faire de la science politique. Et d'ailleurs... je suis rentré dans une équipe de recherche associée à la Fondation des sciences politiques, donc au CNRS. J'étais très jeune, en 78, donc je venais d'avoir 20 ans. Mais j'étais déjà... le monde universitaire et académique m'intéressait, tu vois. Simplement, à l'époque, dans ma spécialité, qui était la science politique et même la psychologie sociale appliquée à la politique, c'était un chemin de croix pour faire carrière. Il fallait et l'agrégation, et le doctorat, etc. Bon, moi, si tu veux, je voyais mes collègues qui avaient commencé à faire leur vie dans des universités. J'étais pas sûr et certain que ça allait me plaire très longtemps. Et un jour, j'ai décidé que j'allais tenter ma chance dans la vraie vie, quoi, dans le monde du travail, bien que j'étais très conscient du fait que, toi, ayant jamais fait d'école de commerce, n'y étant pas ingénieur, étant pas juriste, mes savoir-faire étaient quand même extrêmement limités. Voilà. Et il se trouve que je me suis trouvé, quand j'ai cherché du travail dans le monde du conseil, les événements ont fait que j'ai été embauché par un gars qui créait à l'époque une petite structure de conseil au sein d'un grand groupe, et qui était une structure de conseil très spécialisée, qui était spécialisée sur les vendeurs et sur la mobilisation des équipes commerciales, surtout itinérantes,
Donc on est, tu vois, en 84. Et ma rentrée dans le monde de l'entreprise a correspondu avec ma rencontre avec le monde des vendeurs, qui est un monde qui m'a toujours, dont je n'ai pas du tout, parce que c'était pas ma culture ni rien, mais là, j'ai vraiment rencontré des gens, des hommes et des femmes qui m'ont bluffé, et j'ai toujours été passionné par l'univers des commerciaux et des vendeurs. Dans toutes les populations de l'entreprise, ça reste ceux qui m'ont toujours le plus intéressé. Alors après, j'ai un jour, à un moment donné, si tu veux, dans le parcours, j'ai quitté un peu le monde des commerciaux, puis je me suis rapproché de la fonction RH. Mais en revanche, au niveau des acteurs de l'entreprise, c'est moi, les commerciaux, c'est toujours des gens avec qui j'ai eu des grandes affinités, des atomes crochus. Je travaillais à l'époque sur les problèmes de remobilisation et de remotivation de force de vente qui étaient un peu en perte de vitesse. Et dès le début, en fait, j'ai commencé à bosser sur ces sujets-là, tu vois. Et c'est ce qui m'a amené à aller creuser un peu sur l'aspect psychologie sociale. Et c'est quand il a fallu faire la thèse de doctorat, c'est une thèse dite en gestion, mais en fait, les thèses en gestion, elles renvoient aux différentes matières de la gestion. Moi, j'ai une thèse en gestion, mais qui est très rattachée à la discipline. Alors, le mot est un peu bizarroïde, mais ça s'appelle comme ça, ce qu'on appelle le comportement organisationnel. Voilà, donc j'avais travaillé là-dessus, et c'est au moment de la thèse, donc fin des années 90, 2000, que j'ai vraiment creusé sur les aspects psychologie sociale pour pouvoir la rédiger, et voilà. Donc, après, si tu veux, le SCP, mon arrivée à l'ESCP est une histoire assez drôle, parce que moi, je connaissais pas le SCP, enfin, je savais pas ce que c'était. Et maintenant on peut le dire, c'est prescription, à l'automne 1992, je me fais virer, mais alors avec pertes et fracas, de la Caisse des dépôts, donc de la CNP, pour des raisons qui, à mon avis, d'ailleurs, étaient tout à fait légitimes. Moi, j'aurais été à leur place, je m'aurais dégagé plus vite. Mais enfin bon, toujours est-il, je me retrouve donc au chômage. Ça me gêne pas outre mesure, parce que je suis au chômage, mais je continue quand même à faire des petites conférences par-ci, par-là. Tu faisais déjà des conférences à l'époque? J'ai commencé à faire des conférences en 88. D'accord. Voilà, j'avais 30 ans, voilà, quand j'ai commencé. Bon, alors... voilà, la vie est belle, je fais quelques conférences, je prends les sous, on n'a pas d'enfants avec mon épouse encore à ce moment-là, une espèce de vie un peu d'étudiant attardé, tu vois. Bon. Et quand même, bon, c'est vrai, mon épouse me dit, écoute, oui, c'est bien, mais voilà, on sait jamais, tu sais, tout ça, ça peut s'arrêter un jour, il faudrait quand même, est-ce que tu pourrais te stabiliser? Et c'est vrai que moi, la stabilisation, c'était pas mon truc, quoi. Je m'ennuyais très rapidement, j'avais fait une première boîte de conseil, ça avait duré 3-4 ans. Une autre, ça avait duré 1 an et demi. La CNP, ça avait duré 2 ans. J'étais un peu un instable quand même, faut reconnaître. Et, alors ce qui est assez drôle, je ne lis jamais Le Monde. Voilà, je lisais pas Le Monde. Je prends un métro, et il y avait un Monde qui était là, et je prends Le Monde. Et à l'époque, bon, comme je cherchais du boulot, quoi, donc je regarde de suite les offres d'emploi. Et à la rubrique divers, je vois un truc, ESCP recrute enseignants-chercheurs. Alors moi, ESCP, sur le coup, je percute pas, puis je regarde, je dis, ah mais oui, mais bon, c'était l'ancienne école supérieure de commerce de Paris. D'accord. Et je vois enseignant-chercheur, il demande juste à avoir un niveau DEA, il parle pas de thèse là-dessus pour l'instant, donc je dis, je tente le coup. Je rentre à la maison, je fais une lettre de candidature, une lettre de motivation, et je candidate. 8 jours après, je reçois une missive très polie, très urbaine, me disant « Cher monsieur, merci de votre intérêt, mais néanmoins, pour un certain nombre de raisons, votre profil ne correspond pas exactement. Nous gardons néanmoins votre candidature. » Enfin, tu connais l'histoire. Ouais. Et je dis « Bon, ben voilà, on a essayé le coup, ça n'a pas marché, n'en parlons plus. » Et 15 jours plus tard, quelqu'un m'appelle en me disant « Écoutez, voilà, j'ai vu passer votre dossier, vous avez candidaté à l'ESCP. » Vous n'avez pas été pris, mais rassurez-vous, de toute façon, sur ce recrutement-là, on n'a pris personne. Je vous appelle pas pour ça. On a des gros trous dans la raquette au niveau des cours, et on cherche des profs un peu en urgence. Est-ce que vous vous sentiriez capable de faire un cours d'initiation à la psychologie du travail? C'est tous les lundis matins, ça dure 3 heures pendant 10 séances, c'est payé au lance-pierre, mais est-ce que ça vous intéresserait? Ah, je dis, bah, écoutez, alors, oui, mais est-ce que vous avez... Oui, on a tout, on a les supports, on a les slides, encore. À l'époque, c'était les slides plastiques, tu vois, à l'époque. Oui, je me souviens. On a tout ce qu'il faut. Moi, je vous formerai, une dame charmante qui m'explique tout ça. Et voilà. Et je dis, mais banco. Et me voilà, je débarque ici, et je commence à faire 30 heures de cours, première année. Deuxième année, je fais 60 heures.
Troisième année, 120. Et là, l'administration de l'école me dit, cher ami, vous en faites faut beaucoup. qu'on trouve un moyen. Et donc, on me salarie, non pas comme prof, parce que j'étais pas bon. J'avais pas de doctorat, donc je pouvais pas être prof. Mais je suis, alors on a, le titre, c'était professeur affilié. Enfin, vacataire lourd, quoi. Bon. Et je commence à faire quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses, jusqu'au jour où l'école me dit, écoutez, écoute, il va falloir qu'on règle cette histoire de thèse. Entre-temps, j'avais été embauché comme contractuel, comme maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, au CNAM. Et au CNAM, j'ai le prof avec qui je travaillais qui me dit, mais t'en fais pas ta thèse, on va trouver un moyen. Et on a arrangé le coup. J'ai fait une thèse sur travaux parce que j'avais déjà écrit des bouquins. Bon, bref, tout s'est bouclé à peu près comme il fallait. Et en 2004, début 2004, j'obtiens ma thèse de doctorat. 2 mois après, je suis recruté comme prof permanent ici. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, j'avais déménagé. Et je me suis retrouvé, quand j'ai déménagé, la maison que j'ai trouvée était à 3 stations de métro de l'ESCP, donc j'ai vu un signe. Et voilà, et donc je suis aujourd'hui toujours j'habite du côté de la porte de Bagnolet, et donc tu vois, je suis sur la ligne 3 du métro, et j'ai 10 minutes, même pas. Quand je viens à pied, j'ai 30 minutes, et puis quand je vais en métro, j'en ai 7-8 pour venir de chez moi ici, quoi. Donc ça va. Donc le déclic, c'est marrant, je vois un bouquin des années 80 là, qui est là, juste sous les yeux. Voilà, tu me diras ce que c'est lequel? C'est la Bosch Génération. Oh là là, de Glocheux, oui, Dominique Glocheux, tu te rends compte, toute notre jeunesse. 1984, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 84-85 probablement, on vérifiera, mais c'est sûr. Ah ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est un collector celui-là, parce que pour le retrouver. Oui, j'en ai un, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Je suis en face de la bibliothèque, d'une partie des bibliothèques de Philippe. Donc en fait, le déclic de ton orientation réelle vers la psychologie, ça vient à ce moment-là en fait. Oui, c'est plus un effet d'aubaine. L'intérêt est venu par la fréquentation du monde des vendeurs, parce que là, j'ai commencé à m'intéresser, alors pour le coup, précisément à des problèmes de motivation. Motivation, engagement. Donc tu as commencé à réfléchir sur le sujet. Sur le sujet là. Et puis dès l'instant où la thèse devait être faite, il fallait lire pas mal de papiers scientifiques, il fallait faire pas mal de choses. Bon, là, ça y est, il fallait y aller. Et je m'y suis... Après, je suis passé par toutes les thématiques, tu vois, de la psychologie. Oui. À l'époque, d'ailleurs, j'avais pas une orientation délibérément, enfin scientifiquement parlant, tu vois. J'avais pas du tout une orientation délibérément psychologie positive. L'orientation psychologie positive est arrivée beaucoup plus tard, quand j'ai été embarqué dans l'aventure de la Ligue des Optimistes. Ouais. Avant, non, voilà, je trouvais, j'étais plutôt dans cet univers-là, mais je l'avais pas pensé comme ça, tu vois, je n'avais pas la conscience d'être rattaché à ce courant-là. Je m'en suis rendu compte qu'après. Donc aujourd'hui, tu es porte-parole de la Ligue des Optimistes. Je suis même vice-président maintenant. Vice-président. Ah oui, j'ai été augmenté. T'as pris de la promotion. J'ai pris de la promo. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot de la Ligue des Optimistes? Parce que j'en parle souvent dans mes émissions. La Ligue des Optimistes, en fait, c'est une espèce d'aventure improbable. À la lisière, je dirais, entre effectivement les mouvements citoyens et le surréalisme belge, puisque ça vient de Belgique. Ça a été importé sur les fonds baptismaux et créé par un avocat belge qui est toujours là, qui est maître Luc Simonet, qui en est le fondateur historique, et qui voulait créer un mouvement citoyen autour d'une vision plus optimiste du monde pour essayer d'aller à l'encontre du cynisme ambiant, de la déprime, de la morosité, etc. Et lui, il avait développé ça à Bruxelles, ça marchait pas mal, en Belgique néerlandophone aussi, en Hollande, au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne, pas mal. Et bon, à un moment donné, il s'est mis en tête de voir développer ça en France, et il a eu un certain nombre de contacts avec des gens de presse. Et pour des raisons que j'ai jamais complètement élucidées, j'ai été mis dans la boucle à un moment donné. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, on crée la Ligue des Optimistes, est-ce que ça vous intéresse? Moi, je savais pas trop. Puis après, je fais une réunion, un repas ou deux, et puis là, j'ai vu que voilà, les gens qui avaient là-dedans, c'était Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard. On avait une présidente à l'époque, qui est toujours mon éditrice d'ailleurs, qui est France Roch, qui à l'époque était la directrice des relations extérieures de l'Obs. Et j'ai vu tout ce beau monde, j'ai dit, mais ça a l'air assez sympa. Et je dis, allez, on va voir ce que ça va donner. Alors on l'a lancé, pendant 2-3 ans ça a un petit peu vivoté, parce que dans le fond, bon, tu vois, il n'y avait pas un vrai projet, il n'y avait pas de choses comme ça. Et à un moment donné, on a été rejoint par un de mes amis qui a pris à bras le corps
le projet fédérateur de l'époque, qui était la lettre optimiste, c'est-à-dire créer une newsletter, mais qui allait sortir toutes les semaines, et qui relayerait des papiers de la presse francophone, permettant d'avoir une vision un peu plus optimiste, enthousiaste et inspirante de la société. Et à partir de là, bien évidemment, comme l'abonnement à cette lettre était gratuit, ça a accru considérablement la visibilité, 45 000 personnes maintenant. Et il y a quelques années maintenant, on a dit, bon, mais on va arrêter de faire ça dans notre coin à Paris, on va se trouver des délégués régionaux. Et on a commencé à recruter. Alors, tout ça est du bénévolat, bien évidemment, il n'y a pas de structure. Bon. Et on a maintenant plus de 20 délégués régionaux dans la France entière, et qui, du fait que les fondateurs, si tu veux, sont en train de prendre du recul, parce qu'ils passent à autre chose, tout bêtement. Vraiment, moi, j'étais très content, parce qu'on a fait une réunion en décembre 2021, ici à l'ESCP, là sur le campus de Montparnasse, avec un grand nombre de délégués régionaux, à qui on a mis le marché en main, écoutez, voilà. Nous, de toute façon, on va prendre un peu du recul. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes preneur pour faire des choses, allez-y. Et voilà, ils ont créé un groupe WhatsApp, ils montent des opérations en commun, ils font beaucoup d'opérations à distance, etc. Et moi, je suis très content de voir que on a donné naissance à un truc qui maintenant commence véritablement, tu vois, à vivre sa vie de façon autonome et sans nous. Et ça, je trouve ça très satisfaisant. D'accord. Qui peut adhérer à la Ligue des Optimistes et comment on y adhère ? On va sur liguedesoptimistes.fr. Il y a un cartouche où on te demande de laisser ton adresse mail. Déjà, tu es immédiatement identifié comme étant ami des optimistes. Tu recevras de toute façon gratuitement la lettre optimiste. Et voilà. Et alors après, les gens qui veulent soutenir, ils peuvent le faire. C'est vraiment voilà. C'est très abordable. Mais c'est mémoire, 30 €. 30 €. Voilà, c'est rien du tout. C'est rien du tout. D'accord. Et donc, la Ligue, il y a aussi Optimistes sans frontières, c'est ça dont tu parlais ? Ça, c'est une structure qui, à mon avis, je ne suis pas sûr et certain que ça existe encore. Ça avait été bâti à partir donc, de la Belgique pour fédérer l'ensemble des associations nationales. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'associations d'optimistes qui se sont créées en Afrique subsaharienne. Mais bon, voilà, il y avait des choix à faire. Je crois que Optimistes sans frontières, moi j'en ai été le président pendant 2 ans. C'était plus honorifique qu'autre chose. Et j'ai pas souvenir d'avoir des opérations qui étaient montées via Optimistes sans frontières. Je sais même pas si ça existe encore. Et même, tu vois, les pays après ont pris leur envol. Nous, en France, on a vraiment développé beaucoup de choses. Mais voilà, ça reste très national. Hein. On sait que les Italiens font des choses. Au Luxembourg, mais ils font des choses aussi. Bien sûr, à Bruxelles, il y a toujours beaucoup de choses parce que c'est quand même là où vit le président fondateur. Donc, il y a des choses qui se font. Mais tout ça, ça reste très... voilà, c'est très informel quand même. Comment tu... Donc en fait, quand on t'a contacté parce que tu avais déjà la visibilité qui est la tienne aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Non, mais en fait, on m'a contacté parce que j'avais une visibilité sur ces sujets-là à cause d'un truc tout à fait bizarre. J'avais en fait tourné quelques années avant une petite vidéo qui avait beaucoup cartonné sur les réseaux sociaux, qui s'appelait « Est-ce que la réussite est une question de chance ?» qui était la fameuse vidéo sur la chance. On a fait beaucoup des capsules comme ça. 5 minutes, il y a eu des tas de captures partout. Tout le monde a repris ce truc-là. Et en fait, et encore aujourd'hui, alors que j'ai publié des tas de trucs, tout un tas de gens que je crois dire, ah mais oui, la vidéo sur la chance. Donc elle a été virale dans le bon sens du terme, tu vois, cette vidéo. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, au départ, on m'a contacté, parce que j'étais connu pour ça, pour cette vidéo sur la chance, qui avait été enregistrée ici un soir glauque d'octobre 2006, et qui n'avait été mise en plus sur les réseaux sociaux de l'époque. En gros, c'était vite fait. À l'époque, il y avait Facebook. YouTube. Ah non, pas du tout. À l'époque, c'était YouTube. Ça avait été fait sur YouTube et Dailymotion. Et ça avait été des étudiants de MBA qui m'avaient dit, on va vous rendre service, on va te le mettre. Ça fera de la pub pour l'école aussi. Et là, pour le coup, il y a eu c'est devenu viral, tout à fait contre toute attente. Et c'est ça qui m'a fait connaître. Et donc voilà, donc beaucoup de gens en fait m'ont contacté après et continuent à le faire avec en tête cette vidéo qui maintenant a 17 ans, si tu veux, et voilà, et qui avait été, qui était tombée à pic, quoi, voilà. Alors t'en as fait beaucoup d'autres depuis, voilà. C'est un nombre invraisemblable. Voilà. C'est en plus bon, moi je maîtrise pas du tout moi, tout ce qui paraît sur moi, donc je te dis honnêtement, je fais même pas gaffe. J'essaie quand même quand il y en a qui sont bien de récupérer, et sur mon site internet,
J'ai un webmaster qui connaît bien son boulot. Elles sont en libre accès. On met des extraits, on met ça en libre accès. Moi, tu veux, j'ai toujours eu une politique d'ouverture, mais totale, par rapport à mes créations, quelles qu'elles soient. J'ai jamais rien déposé. J'ai jamais rien. Et tout ce que je fais est dans le domaine public. Donc, voilà, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ouais. Partant de ça, j'ai jamais voulu faire payer les gens pour aller voir mes vidéos sur le net. Moi, je gagne ma vie en vendant des conférences à des entreprises. Et ça, c'est mon cœur de métier. Après, le reste, non. Moi, j'ai toujours joué à fond l'image, avec en plus le fait que moi, je suis pas du tout réseaux sociaux à titre personnel, tu vois. J'ai une page Facebook sur lequel le dernier mouvement doit dater d'avril 2014. Sur LinkedIn, tous les 6 mois, je poste un petit truc, mais j'ai pas le réflexe. J'y vais pas parce que moi, j'ai pas. Comment te dire ? J'ai pas de temps de vie à mettre là-dedans. Moi, j'ai pris conscience très rapidement que si j'arrivais à vivre aux 90 ans en pleine forme, j'allais vivre 33 000 jours. Donc 780 000 heures à peu près. Et donc, toute heure est précieuse. Et je pense qu'une heure passée sur les réseaux sociaux est une heure de vie sacrée gaspillée. Pour moi. Hein. Après, je comprends que les gens en fassent beaucoup. Moi, vraiment, ça me... c'est du temps perdu que je pourrais faire à lire un roman, regarder une série, écouter de la musique. Mais moi, les réseaux sociaux, ça m'a jamais intéressé. Et donc voilà. En revanche, j'ai eu la chance d'avoir des amis que ça intéressait beaucoup et qui, en fait, systématiquement, m'ont relayé sur plein de trucs. Tu vois, moi, j'ai jamais eu de compte Twitter, mais j'ai des tas de choses qui ont été faites sur Twitter sur moi parce que les gens m'avaient vu dans des conférences, ils retweetaient. Donc j'ai toujours été présent un peu en mode, tu vois, coucou, tu vois, l'invité surprise, voilà. D'accord. Et quand tu fais des vidéos, elles sont mises en ligne, parce qu'on sait, on a vu beaucoup tes vidéos, donc en fait, elles sont mises en ligne par tes étudiants, mais moi j'ai un webmaster. Un de mes grands amis, là, Yves de Montbron, qui est vraiment mon webmaster attitré et ami fidèle depuis toujours, qui est d'ailleurs toujours le secrétaire général de la Ligue des Optimistes, et c'est lui qui anime tout ça, et qui de temps en temps me dit tiens là tu devrais quand même poster ça vaut le coup, on le fait. Lui il me tient tout ça à jour, il poste les bouts de vidéo ou les bouts d'émissions de radio, télé, ou des bouts de podcast sur mes pages, parce que moi en fait ma seule, j'ai qu'un site vitrine, tu vois, qui est philippegabillet.com, et souvent même, je m'en sers d'ailleurs même pour communiquer avec mes clients, parce que un truc tout bête, on me dit, est-ce que vous faites des conférences en anglais ? Je dis, oui, bien sûr. Mais je dis, mais dans ce cas-là, je vous envoie le lien avec les extraits de conférences en anglais, comme ça, vous validez d'abord mon accent, puis si ça vous plaît, vous me rappelez. Mais tu vois, moi, je suis alors je suis particulièrement léger, moi, là-dessus. Hein. En anglais, on dirait light-hearted. Moi, je suis un light-hearted person. Et là, je suis d'un naturel plutôt enjoué et léger. D'accord. Voilà. Ta définition de l'optimisme, la tienne, ça serait quoi ? Pour moi, l'optimisme, c'est mettre la réalité, quelle qu'elle soit, sous la tension la plus positive possible. Voilà. C'est-à-dire, face à... j'aime beaucoup, celle que j'aime beaucoup comme définition, j'aime beaucoup la définition de Christophe André, qui dit l'optimisme, c'est 2 choses. Il y a 2 piliers. C'est à la fois une confiance a priori envers l'avenir, une confiance affichée a priori envers l'avenir, mais attention, assortie de la conviction qu'en cas de problème ou de difficulté ou d'adversité, on saura finalement toujours quoi faire et comment réagir. Donc il y a à la fois cette notion de confiance et sentiment de la capacité d'action. Pour moi, c'est les 2 éléments clés dans la posture optimiste. D'accord. Oui. On n'a pas toujours la maîtrise des événements, mais la manière dont on va les aborder... Oui, et puis en fait, on n'a pas la maîtrise des événements, mais c'est vrai que, comme dans beaucoup de domaines, l'optimiste fait face à une réalité adverse. Moi, je trouve que c'est pas utile de vouloir positiver toujours les choses, parce que il y a des choses qui ne sont pas positivables. Il existe des drames de la vie qui font que vouloir les positiver, c'est indécent. Tu vois, bon. En revanche, face à n'importe quel drame de la vie ou de difficulté, une fois le temps du choc passé, de la douleur passée, du deuil passé, on peut se poser, pour moi, qui est la seule grande question optimiste dans toutes les situations de la vie, qui est,
maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire ? Ou qu'est-ce que nous allons bien pouvoir essayer d'en faire ? C'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est un processus d'optimisation. C'est faire toujours partir du principe qu'on peut toujours faire beaucoup mieux, plus loin, plus vite, avec un réel qui est par ailleurs contraignant. C'est un processus de pari sur l'optimisation possible des choses. Voilà. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir ni avec la bonne humeur, ni avec la pensée positive, ni avec tout ça. Ouais, c'est souvent là que les personnes font la confusion, en fait, hein, bien sûr. Oui, donc je rappelle que tes vidéos, toutes les vidéos dont tu viens de me parler sont assez bien classées en plus sur ton site, sur ton le site internet. Elles sont par thématique. On a fait ça par thématique. Voilà, je trouve que c'est très bien fait. L'optimisme, le changement, la chance. Voilà. Ouais, donc ça, c'est toutes les thématiques. On a aussi effectivement les revues de presse. Alors, tu as été chroniqueur aux Grandes Gueules, ça, c'est un truc que j'ai... Ça, ben oui. Mais ça, c'était aussi grâce à mon éditeur, parce sur que RMC, mon éditeur voulait absolument me faire de la radio, parce qu'il trouvait que j'avais une voix radiophonique. Donc, je dis, ben pourquoi pas. Je rencontre à l'époque Franck Lanoux, qui était dans un déjeuner à l'Obs, et on discute de choses et d'autres, et on se met à parler politique pendant le repas. Et il me dit, vous savez, vous pourriez peut-être essayer de faire les Grandes Gueules. Alors moi, je connaissais bien l'émission. Je dis, attends, je vais pas me faire massacrer. Les mecs, c'est des rudes. Hein. Faut pas. À l'époque, surtout les Grandes Gueules, c'était Gilbert Collard, Sophie de Menton, etc. Je dis, vous savez, je suis pas sûr que j'aurai ma place. Mais écoutez, est-ce que moi, ça vous amuserait ? Je dis, oui, bien sûr que ça m'amuserait, bien sûr. Il dit, on va vous tester. Donc j'ai fait 3-4 émissions test. Ça a bien réagi au niveau de l'audience. Puis un jour, il m'a dit, écoute, on vous fait un contrat. Ça sera tant d'euros l'émission. Et donc, j'en faisais à peu près 3 par mois, quoi. Et je fais ça pendant 4-5 ans. Donc, ce qui était super. Puis à un moment donné, voilà, il faut passer à autre chose. Mais, j'ai adoré ça. C'était un très bel exercice. C'était que du direct. C'était de la semi-impro parce qu'on recevait la veille au soir les brèves du lendemain. Il fallait quand même préparer quelques éléments de réponse et des éléments de langage. Et puis à partir de là, on partait en live, quoi. Et moi, j'ai toujours adoré cette émission parce que c'était... alors bien sûr, des fois, ça partait en cacophonie, ça part un peu là. Mais bon, c'est quand même très bien régulé. Il fallait bien qu'elle porte son titre. Hein, oui, voilà. C'était. Puis les deux animateurs historiques, Alain Marchal, Olivier Truchot, ils maîtrisent parfaitement leur truc. Il y a un vrai renouvellement qui se fait dans les chroniqueurs. Moi, c'est une émission que je trouvais très sympa et je vais pas renoncer à l'idée éventuellement, quand j'aurai un peu plus de temps, à partir de l'année prochaine, sur une autre radio, de reprendre un peu... moi, j'aimerais beaucoup la radio. J'aime beaucoup la télé, mais la radio te donne une liberté de ton qui se perd à la télé, parce que la télé, c'est très normé, faut pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, c'est très conforme quand même. Hein. La télé, c'est pas ça. Alors que la radio, c'est quand même une zone de liberté d'expression assez forte quand même, faut dire. Comment est-ce que tu gères ton énergie ? Parce que entre tes activités, tes conférences, ton métier de professeur, tes travaux, tes écrits, tes articles, comment tu fais pour gérer tout ça ? C'est une bonne question. On m'a souvent posé cette question. Et je te cache pas que là, pour le coup, je suis un peu sec en ce sens que, voilà, moi je fais pas de sport. J'ai jamais fait de sport. Et jamais, de ma vie. Ça m'a jamais intéressé. Bon, j'en fais pas, j'ai pas raconté que j'en fais pas. Ouais. Bon. De temps en temps, tu vois, je monte des escaliers ou prendre l'ascenseur éventuellement, mais c'est des bêtises, quoi. Bon. Non, je fais pas de sport. Bon. Je dis, dans le fond, quelles sont les choses qui me passionnent Alors moi, j'ai 2 passions. J'ai une passion que je partage avec Jean-Luc Godard. Je dis ça parce qu'il l'avait dit. Moi, j'adore le romanesque sous toutes ses formes. J'adore les romans. J'adore les séries. J'adore les histoires. Voilà, je peux me nourrir, je dirais, tu vois, de fiction, etc. J'ai toujours adoré le chant romanesque dans toutes ses formes, et je suis un grand consommateur de romans, anciens ou nouveaux, de cinéma, de télé, trucs comme ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelque chose, si je ne l'avais pas, je serais embêté. Je serais pas bien du tout, je serais un peu mal. Avec tout ce qui va autour d'ailleurs aussi, moi, je suis un passionné de chansons, mais tout
tout le monde de la chanson Il y a d'ailleurs française. tout un paquet de CD là-bas. Oui, il y a de tout, là, tu vois. Bon, la chanson française sous toutes ses formes, les anciens, les nouveaux, les vieux. Moi, je vais je dirais de Fréhel à Clara Luciani, sans aucun problème. J'adore tout ce qui se fait, moi, en matière de chanson. Donc, tu vois, voilà, le romanesque, la chanson, et j'ai une autre passion dans la vie, qui est la table. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la gastronomie, je fais partie de clubs gastronomiques, j'ai beaucoup d'amis, on est toute une bande de copains à être là-dedans. Voilà. Donc, tout ce qui ressemble de près ou de loin à la convivialité et à la culture, c'est ma passion. Tu vois, tous les ans, je pars pendant plus d'une semaine au Festival d'Avignon. Je pense qu'une fois que je vais être à la retraite, il y a tout un tas de festivals où j'ai jamais pu aller parce que malheureusement, ils étaient à des périodes de scolaires, tu vois, donc des rentrées, etc. Donc, moi, je me mets en énergie comme ça. Et je me dis, si demain matin, tu vois, j'étais plus dans le romanesque, je pouvais plus sortir avec mes potes, et je pourrais plus faire ça, là, mon énergie, elle disparaîtrait. Et surtout, le fait que j'ai la chance, je dirais, chez moi, d'être très bien entouré. Et c'est vrai qu'au fil des années, pour pouvoir faire à fond tout ce que je fais, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, dont mon épouse d'ailleurs, qui m'ont de toute façon dégagé de toute contrainte matérielle, domestique ou autre. C'est-à-dire que je fous rien, quoi. Au sens, je suis là pour pouvoir... j'en suis très conscient, hein, mais donc on me fiche la paix, on me laisse faire, et on me laisse me remettre en énergie sans problème, et ça se fait avec beaucoup de bienveillance et d'amour familial, filial, etc., même avec mes enfants. Voilà, donc j'ai la chance, Jean d'Ormesson avait une jolie phrase là-dessus, il disait, et je partage tout à fait ça, moi je le ressens comme ça à l'âge que j'ai, je fais partie des gens qui ont eu la chance de traverser la vie en première classe. Et voilà, donc j'ai pas de mérite, mais je suis très conscient de ça. Et l'énergie, j'en ai toujours eu. D'accord. Et quand je l'ai perdu, ça a pu arriver sur des périodes, c'était toujours mes filles appellent ça un red flag. Voilà. C'est-à-dire un warning, un drapeau rouge. Ça voulait dire que j'étais donc en train, d'un point de vue métaphorique, si tu veux, si je me mets à perdre mon énergie, ça veut dire que pour une raison que parfois j'ignore, je suis en train de prendre sur moi. Ouais. Et là, il faut que j'arrive à trouver très, très vite de quoi il s'agit. Honnêtement, ça m'est plus arrivé depuis un bail, mais ça m'est arrivé. Des moments où je me rendais compte que c'est pas du tout le travail que je faisais qui expliquait la fatigue que j'avais, mes analyses médicales étaient parfaites, il y avait autre chose. Mais franchement, ça a dû m'arriver pour la dernière fois, peut-être avant ma thèse de doctorat, c'est-à-dire fin 2003, parce que j'avais un vrai stress, parce que là, l'enjeu était un enjeu de taille, puisque si je ne pouvais pas rentrer à l'ESCP, dans le fond, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais pas. J'ai pas du tout, j'avais pas le profil pour les grandes entreprises. J'ai un trait de caractère qui est, d'ailleurs j'ai revu récemment, parce que j'ai passé des tas de tests sur les forces de caractère, sur tout ça, et ça m'a confirmé une chose, j'ai un trait de caractère, j'ai une faiblesse, mais très, très forte, c'est que je n'ai strictement aucun sens de la compétition. C'est-à-dire que dès l'instant où je me sens en compétition avec qui que ce soit, à part moi-même, j'ai plus envie. Tout de suite, je m'arrête, ça ne m'intéresse pas. Je déteste la compétition, je déteste la concurrence, ça ne m'intéresse pas. Et donc, imagine, dans une entreprise privée, avec des bagarres de pouvoir au niveau des comités exécutifs, mais j'aurais été malheureux comme les pierres. Donc, il fallait assumer le fait que, voilà, je ne serai jamais un homme de pouvoir, je ne serai jamais au sommet des grands groupes. Moi, je suis un artiste qui a réussi. Ouais, voilà. Et ça s'arrête là, et je trouve ça très bien. Tu as réussi dans ton domaine, tu es connu, reconnu. Michel Poulert m'a parlé de toi. Moi, je te connaissais d'avant parce que j'avais vu tes vidéos. Je remercie aussi Gundula Velti qui nous a mis en rapport et qu'on salue bien amicalement. Donc, ce que je comprends, c'est que ton énergie, c'est de pouvoir vivre les choses, vivre ta vie un petit peu au rythme où tu as envie de le faire ou de la manière dont tu as envie de le faire. Oui, tout à fait. C'est vraiment
moi j'essaye de vivre en harmonie avec le monde et voilà, de la façon la plus... en essayant d'apporter le plus possible aux gens qui sont autour de moi. J'ai la chance, encore une fois, je te dis, de faire des choses qui me plaisent beaucoup. Alors tu vois, par exemple, là, je vais prendre ma retraite de prof. À la limite, pour l'école, je vais garder quelques heures de cours, mais pour moi, c'est bon, être prof, c'est bien, je l'aurais été pendant quand même 20 ans, c'est pas rien, mais voilà, c'est un truc, j'ai fait le tour, et peut-être qu'un jour, je te dirai, ça va, hein, le Grand Rex, ça va 5 minutes, la salle machin, l'auditorium truc, peut-être qu'un jour, ça m'intéressera plus, mais pour l'instant, je suis là-dedans. Puis, toi, je me dis, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à faire ce que je fais, déjà. Puis, toi, beaucoup de projets. J'ai des projets d'écriture qui sont en fait un peu en plan depuis quelques années, parce que j'ai quand même des heures de cours. On peut pas non plus... oui, c'est ça. Voilà. Simenon, il se levait tous les matins à 5 heures, il bossait 2 heures, mais c'était Simenon, il avait que ça à foutre. Et le restant de la journée, moi, je suis pas Simenon. Je le regrette d'ailleurs. Je le regrette très sincèrement. J'aurais bien aimé, moi, être Simenon ou Frédéric Dard. Il travaillait 2 heures par jour, c'est ça, en fait. Oui, Simenon, il travaillait 2 heures par jour. Mais d'un autre côté, en 2 heures, il faisait 11-12 pages. Et en fait, un roman était écrit toujours à peu près en 10-15 jours. Et il disait, moi, j'ai un roman, c'est 10-15 jours, j'en fais 4 par an, le reste du temps, je fous rien. Donc, vous êtes un grand travailleur. Il disait, non, pas du tout. Non, puis Simenon avait une méthode de création littéraire qui lui permettait de faire ça, quoi. Mais voilà, c'est... Et toi-même, t'as une méthode de travail au quotidien Non. C'est-à-dire, en fait, pour arriver à concilier sans conférence ou sans intervention publique, ça demande beaucoup d'énergie, quand bien même on a l'entraînement ça demande de l'énergie physique. Physique, on est donc d'accord. Donc ça, c'est... Mais en plus les cours, plus l'écriture, parce que tu sors un ouvrage régulièrement. Oui, mais enfin, tu sais, pareil, l'ouvrage, quand tu vois mes dernières parutions, ça a été 2010, 2012, 2015, 2018, 2021. C'est pas non plus, tu vois, c'est... Voilà. Et puis, Éloge de l'optimisme, je l'ai écrit en 3 semaines chrono. Le dernier, là, peut-être un peu plus compliqué, mais 1 mois et demi. Mais globalement, ça va, ça se fait. L'intérêt de faire beaucoup de conférences, et ça, c'est quelque chose qui m'a bien aidé. Quand tu fais beaucoup de conférences, et que tu es parisien, et que tu fais beaucoup de conférences en province, eh ben, je dirais, tu as des heures et des heures et des heures de TGV. Ouais, c'est vrai. Et autant j'aime pas l'avion, parce que je peux pas y bosser comme je veux. C'est vrai, je confirme. Alors, le train, c'est une merveille. Je suis tout à fait Les chambres d'hôtel, partage. c'est formidable, tu vois. Ouais. Alors, tu étais aussi, je vois que l'heure avance, donc tu as été aussi vice-président fondateur de la FAS, on en a touché un petit mot. Oui, la FAS, en fait, c'était une histoire. C'est l'association francophone des auteurs et conférenciers. Voilà, c'est une bande de copains, en fait. Hein. T'as beaucoup de bandes de copains. Hein. Mais ouais. Non, moi, je suis un marginal séquent de l'amitié, hein, pour reprendre l'expression de Crozier. Ouais. Je fais partie de beaucoup de bandes. Et qui, d'ailleurs, ne se côtoient pas entre elles. Très souvent, tu vois. C'est assez étonnant, ça. Et donc, voilà, on avait monté ça. Au départ, c'était quand même un truc de vieux conférenciers, plutôt des vieux mâles blancs privilégiés, si tu veux. On était des 68 arts, bon. Et puis, on a progressivement évolué, on a eu quelques femmes sont venues nous rejoindre, on a fait des réunions, mais ça, on faisait ça un peu pour avoir une communauté. Il existe d'ailleurs d'autres associations, tu vois, comme la FCP, qui font bien leur boulot, etc. On n'était pas là-dedans, nous, on était dans une espèce de club, tu vois, de club convivial, avec un lieu qui est toujours d'ailleurs, comme ça fait longtemps qu'on n'y avait pu retourner, qui était le Corso Kléber, avenue Kléber, et dont l'arrière-salle, tu sais, nous était réservée comme dans les vieux clubs philosophiques, et où on se tapait des bandes. Voilà. Ouais. Mais c'était pas, voilà, et moi j'ai trouvé un grand bonheur à être président de ça, hein, bien évidemment. Mais enfin, ça reste un peu anecdotique. Quels sont tes projets à venir là dans 2022 Alors, le projet étant d'abord mais ça va bien se passer, de réussir mon départ d'ici, mais ça c'est bouclé. Ouais. Alors j'ai un gros projet.
c'est le gros projet, celui-là, qui est de monter sur scène. Donc là, on est sur j'ai plusieurs... Alors sur un autre format ou quelque chose de différent? On va faire vraiment du théâtre, d'accord. de créer un seul en scène. Donc il y aura une pièce de théâtre, mais seule en scène à plusieurs personnages. Donc après, comme je te donne l'information telle qu'elle est aujourd'hui, on est sur un format théâtre moderne, c'est-à-dire plutôt 1h10 et 1h15 maxi, avec une mise en scène minimaliste, essentiellement à base d'éclairage et d'accessoires, où je vais jouer en 1h15 autour 12 personnages dans le cadre d'une histoire. Et la pièce devrait s'appeler L'homme qui voulait changer de vie, et qui raconte comment est-ce qu'un type tombe dans les griffes d'une officine très mystérieuse de gens qui peuvent te faire changer de vie, et qui va devoir leur expliquer ses raisons pour vouloir changer de vie, et va donc devoir aller à la rencontre de tous les gens qui l'ont empêché de changer de vie depuis qu'il est enfant, quoi. Et donc l'idée étant, bien sûr, à travers ça, de faire à la fois un acte de création théâtrale, et puis de faire passer un certain nombre de messages que l'on retrouve dans Éloge de l'audace, dans le changement de vie, dans Celui sur l'inattendu, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'il va me forcer à faire quelque chose que j'ai jamais fait. Tu vas faire de l'inédit. Ouais, et puis surtout, je vais être obligé d'écrire ma partition. Moi, j'ai jamais rien écrit. J'ai écrit des bouquins. Oui. Mais tout ce que je fais en conférence, ça n'a jamais été écrit nulle part. Il n'y a pas de trace écrite. D'accord. T'as pas de script, tu y vas comme ça. J'y vais comme ça. J'ai beaucoup d'images autour desquelles je me raccroche. Voilà. Donc ça, c'est quand même un de mes projets. Et j'ai un deuxième projet sur lequel je voudrais me tester, parce que là, je ne sais pas si ça marchera. J'ai toujours écrit beaucoup d'essais. Je pense que je suis plutôt bon là-dedans. Je voudrais vraiment, maintenant, me tester sur de la fiction. D'accord. Je voudrais me tester sur de la fiction, et surtout pas, alors ça c'est le point, les gens sont tous persuadés que je vais faire du feel-good book. Ah non, j'en ai rien à taper, moi, le feel-good book, ça m'intéresse absolument pas. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait un gars comme Laurent Gounel, tu vois, genre comme ça. Et moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, mes références en matière de littérature, encore une fois, c'est plutôt Simenon, Modiano, des gens comme ça. Donc non, je vais faire un truc qui parle de la vie. Quand un individu, c'est Simenon qui disait, on prend un individu qui est confronté à quelque chose auquel il ne s'attendait pas, qui va le forcer à aller au bout de lui-même, et c'est avec ça qu'on fait des bonnes histoires. Donc moi, ça, j'aimerais beaucoup, en tout cas, essayer de faire ça. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est quand même des projets qui sont pas mal. Tout tourne de toute façon autour de la création. Après, je sais pas, j'ai des tentations, je veux dire, je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai raté le coche quand j'avais 6 ans, 7 ans, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Mes parents se sont mis en tête, parce que mon grand-père était pianiste, de me faire du piano, tu vois, bon. Mais moi, je fais du piano comme on faisait du piano dans les années 60, tu vois. J'en ai bavé dans des harmonies municipales où on faisait du solfège, et on faisait du Mozart. Moi, ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Et je me dis que je serais prêt à investir du temps, même avec un prof, etc., tu vois, pour vraiment me remettre sérieusement au piano, surtout pas pour faire du classique, tu vois, mais mon fantasme, comme je dis, j'aimerais tellement, au moins une fois dans ma vie, gagner même des clopinettes, un peu, en étant, je dirais, pianiste de bar. Ça, c'est un truc ça m'éclaterait d'être pianiste de bar, une fois de temps en temps, juste pour le fun, quoi. Voilà. Donc, toi, j'ai des choses comme ça. Tu joues au piano, oui. Très mal. Très mal. D'accord. Mais encore une fois, j'ai vraiment été très sérieux, moi, comme je suis un garçon très responsable, j'ai jamais fait trop de grosses conneries. Et j'ai été très frappé par un truc. Casanova a écrit ses mémoires, dans l'histoire de ma vie. Les mémoires de Casanova, c'est un énorme pavé. Et il écrit une phrase quasiment c'est 3 semaines, 1 mois avant sa mort. Bon, donc il est en train de finir l'écriture des mémoires, puis bon, il cherche des espèces de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, d'idées un peu, tu vois, d'idées clés, quoi. Et il dit ce truc qui, moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Il dit, rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé. Ouais. Mais moi, ça, je trouve ça pas mal. À côté de ça, j'ai essayé d'apporter des choses à plein de gens, tu vois, mais j'ai bien l'intention. Alors, en tout cas, dans les 30 ans qui viennent, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de mon apport à la société. Maintenant, je pense que j'ai l'intention de m'éclater gravement. Voilà.
tout en préservant ma santé. Ouais. J'ai envie de le faire le plus longtemps possible. Oui, bien sûr. L'un va avec l'autre, bien sûr. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, s'il y en avait qu'un? Moi, je pense que d'ailleurs, j'en parle dans les conférences parce que je rends hommage à cet homme. Moi, j'ai eu un mentor dans les années, fin des années 80, début des années 90, qui était un monsieur qui s'appelait Pierre Doré, qui avait créé l'Institut, avec Seriex, ils avaient créé l'Institut européen du leadership. Il avait écrit Le 5e pouvoir, et il m'a vraiment... c'est lui qui m'a dit, il l'avait écrit, puis il me l'a répété X fois, il m'a dit, n'oublie jamais une chose, la meilleure façon pour atteindre tous tes buts dans la vie sera d'aider tous les gens dont tu as besoin à atteindre les leurs. L'échange de valeur et d'utilité. Et ça, pour moi, d'ailleurs, j'en ai encore. Il se trouve que je finissais mon cours. J'ai un cours en master spécialisé à l'ESCP qui s'appelle Devenir entrepreneur de soi-même, et que j'ai avec des jeunes, que j'ai fini ce matin. Et j'ai terminé avec ça en disant voilà, n'oubliez jamais que dès l'instant où, pour atteindre vos objectifs, vous allez aider les autres à atteindre les leurs, chaque fois que vous faites ça, chaque fois que vous êtes pour autrui la source d'un inattendu positif, vous semez une graine de réciprocité. Elle germera ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a des, comme quand tu balances des graines. Mais à un moment donné, peut-être sur toutes ces graines que vous avez semées, il y aura à un moment donné quelqu'un qui, lui ou elle, pour atteindre ses objectifs, aura tout à fait intérêt à vous aider à atteindre les vôtres. Et la graine de réciprocité se transformera en une boucle de réciprocité. Et le monde continuera comme ça. Voilà. Donc ça vraiment, c'est une chose à laquelle je crois très, 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 très profondément. Et quel conseil, toi, donnerais-tu, ou tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, mais aux personnes qui traversent des difficultés de vie, des choses comme ça? Est-ce que... Alors, j'imagine qu'à l'issue de tes conférences viennent te voir. Mais on ne peut que constater, si on regarde un peu le monde autour de soi, Homo sapiens est une espèce qui est... La plupart des espèces animales, la plupart, sauf les plus fragiles, mais chez les mammifères supérieurs, et en particulier chez les prédateurs, les animaux sont justement, eux, résilients. Les animaux sauvages sont très résilients. Je pense que les êtres humains, ils sont plus que résilients. Je pense que le mot de résilience n'est pas adapté. Nous, on est ce que Nassim Taleb appelle des antifragiles. C'est-à-dire que plus on va être massacré, plus collectivement, en tout cas, on va en ressortir renforcé. Ça, c'est la définition de l'antifragilité. La résilience étant qu'on retrouve plutôt l'état où on était avant. Et alors que vraiment l'antifragile, il se nourrit des épreuves, il se nourrit de l'adversité, et ça le renforce. Tu vois. Une révolte populaire, elle est antifragile. C'est-à-dire que plus elle va être réprimée, plus, je dirais, ça va monter. Donc, je crois que l'histoire humaine nous montre que nous sommes, dans le fond, on est bâti, pour résister à beaucoup plus de choses qu'on ne pense. Parce que quand tu vois à quoi nos ancêtres, même des gens encore aujourd'hui, ils arrivent à résister, mais nos problèmes à nous, sincèrement... Les problèmes de riches. Franchement, bon. Donc, je pense qu'on est de toute façon fait pour résister à beaucoup de choses. Et moi, les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui traverse, tu vois, une situation difficile, je dirais, il y a 3 conseils, en gros, qui sont ceux qui sont à la base, tu sais, de ce que moi je peux raconter, comme d'autres d'ailleurs, au niveau de l'optimisme. C'est, de toute façon, tu ne t'en sortiras qu'en capitalisant sur tes forces et en acceptant temporairement d'oublier tes faiblesses. Ça, c'est vraiment le premier point. On n'a jamais vu quelqu'un réussir quoi que ce soit de grand dans sa vie en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. Donc, il y a vraiment ce premier point. Le deuxième point, c'est que plus on est en difficulté, plus on voit autour de soi ce contre quoi on ne peut rien, ce qu'on ne peut pas changer, là où on est un peu victime de... le danger est là. Comment, seul ou en te faisant aider, mais comment est-ce qu'on peut retrouver des marges de manœuvre, le sentiment qu'on peut influencer des choses, quand même si c'est des petites choses. Mais... Donc, capitaliser sur ses forces, être dans une logique de levier sur la réalité. Et troisième idée, là je pense que l'histoire humaine nous donne un exemple incroyable.
quand tu regardes l'histoire humaine, je sais pas moi, l'histoire de la médecine, l'histoire des techniques, l'histoire de plein de choses, c'est quand même une histoire d'une suite ininterrompue d'imperfections. C'est-à-dire que les êtres humains, depuis la nuit des temps, ont jamais cessé d'inventer des solutions pour affronter les problèmes qu'ils avaient, et la totalité de ces solutions se sont toujours révélées temporaires, partielles et imparfaites. Bon. Mais tout ça mis bout à bout, ça donne la civilisation, le progrès, là où on est aujourd'hui. Donc, il est dans la nature humaine de tenter des trucs temporaires, partiels, fondamentalement imparfaits, voire bricolés. Et c'est l'enchaînement de ces imperfections qui, progressivement, va créer de la valeur ajoutée existentielle, historique, technologique, sanitaire, bon, peu importe. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup Philippe. L'heure avance, on arrive bientôt au terme de l'émission. Petite question, tiens, où aimerais-tu être si on n'était pas l'un en face de l'autre alors si Eh bien, écoute, je vais te dire, là où j'aimerais être en ce moment, j'aimerais beaucoup être à Nice, avec ma fille Alice, qui finit ses études à Nice, car aujourd'hui, enfin je l'ai appris il y a 2 heures, elle vient d'obtenir à Nice le stage de ses rêves au musée Marc Chagall de Nice. Et donc j'aimerais être avec ma fille à Nice pour partager ce moment de joie avec elle. Voilà. D'accord. Merci. Quel livre nous recommanderais-tu s'il y en avait un si tu en avais un à recommander, lequel serait-il? Bien sûr, il y en a beaucoup. Mais alors, il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup intéressé il y a déjà quelques années, hein, mais on le trouve à mon avis, sans problème. C'est un livre qui a été écrit par un grand sinologue qui s'appelle François Julien. Oui, bien sûr. Que tu connais. Oui. Et François Julien a écrit plusieurs ouvrages. Entre autres, il avait fait un ouvrage intéressant, mais on dirait, la pente du savoir est parfois un peu abrupte, qui s'appelle Le traité de l'efficacité. Mais il en a écrit un autre, beaucoup plus petit, qui s'appelle La conférence sur l'efficacité. Ça doit faire 90 pages, ce qui était en fait une conférence qu'il faisait pour des clubs de dirigeants d'entreprise, et avec en plus plein de questions-réponses à la fin, et dans laquelle il développe cette notion de l'efficacité à l'orientale, ou en tout cas à la chinoise, où on n'est pas dans « je vais essayer de contraindre le réel », mais je me mets à l'écoute du réel, et je vais surfer sur ce que le réel va me créer comme condition favorable. Et moi, je l'ai je continue d'ailleurs souvent à recommander ce bouquin, pas toujours facile à trouver, mais franchement, la conférence sur l'efficacité de François Julien, je trouve ça vraiment vraiment remarquable, vraiment. Et puis après, par goût, c'est mon côté littéraire, je ne pourrais que conseiller, en plus c'est un très joli livre, mais il existe dans la Pléiade un volume de la Pléiade sur les moralistes du XVIIIe siècle, et il est fascinant de voir comme, tu vois, Vauvenargues, Chamfort, La Rochefoucauld, quand tu relis ça aujourd'hui, tu as l'impression que ces gars te parlent de maintenant. Quoi. C'est assez fascinant. Voilà. Ça pourrait être ça. D'accord. Merci beaucoup. Dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter un jour à ce micro? S'il y avait une personne que je devais inviter, ça serait qui? Ah, voilà. Quelqu'un que tu pourrais... qui a un message comme toi à délivrer. Qui a un message... moi, je vois plusieurs... je pense que il y a une autre... Enfin, elle est chef d'entreprise, mais elle est auteure. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'art de courir sa vie », où elle, qui a été une mère de famille runneuse avant de se relancer dans l'entreprise, elle s'appelle Delphine Buisson, et elle a des choses, je trouve, tout à fait intéressantes, vraiment très intéressantes à raconter. Par exemple, ça c'est quelqu'un qui me semble intéressant. Je pense que si tu arrivais à le faire venir à ton micro, j'ai été bluffé, moi, par un gars comme Mike Horn. Je l'avais vu au Grand Rex à Paris, et il m'avait vraiment impressionné, quoi. C'est voilà. J'aime beaucoup aussi. J'en ai parlé avec Stéphane Brognard, qui était un de nos invités l'année dernière, et qui est un aventurier aussi. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour le temps consacré. Merci de m'avoir accueilli dans tes locaux. C'était un grand plaisir. Le mot de la fin te revient, et pour boucler cet épisode.
message que tu aimerais faire passer? Écoute, le message que je voudrais faire passer, c'est que on vit en ce moment des temps un peu compliqués. À l'heure où on enregistre, à ce moment-là, il y a des bruits de tanks et de bombes à l'autre bout de l'Europe. On sort à peine d'une pandémie dont on se demande si on est vraiment sorti ou pas. Et je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce grand optimiste qui était Jean Dutour, académicien, avait écrit. Il disait « Lorsque la situation vous semblera désespérée, souvenez-vous que la seule sagesse, dans ce cas-là, est l'optimisme aveugle. » C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas, quand on est confronté à la difficulté, c'est d'ailleurs quelque chose... tous les philosophes du tragique, d'ailleurs, disent la même chose de ce point de vue-là. Tu vois. Moi, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'il y a deux sources, juste une aparté, mais si la vie est effectivement une aventure tragique, comme le pense Nietzsche, comme le pense Clément Rosset, André Comte-Sponville, tous ces gens-là, ça veut dire que la vie est tragique parce que, on va tous mourir, tous les gens qu'on aime mourront un jour, il n'y a pas de choix, et tout ce qu'on aura fait, tôt ou tard, disparaîtra. Donc la vie est effectivement tragique, et à partir du moment où on a compris ça, la seule alternative, c'est la joie de vivre. Non-stop, au jour le jour. La vie est beaucoup trop courte. Tu disais tout à l'heure, profiter de chaque heure. Oui, la vie est beaucoup trop courte pour se fâcher durablement avec quelqu'un. Franchement. La vie est trop courte pour rater une expérience. La vie est trop courte pour renoncer à quoi que ce soit, et alors la vie est beaucoup trop courte pour avoir des regrets. Quoi. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un message qui est dans un monde, si tu veux, qui se veut parfois un peu trop rationnel, raisonnable, etc. T'entends vous dire, oui, mais voilà, je sais plus qui est-ce qui disait, qui croit vivre sans folie n'est pas si sage qu'il le croit. Voilà. C'est un beau mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup Philippe, merci Laurent, merci à tous de votre fidélité. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, I feel.